Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet d'actualité brûlante, les dynamiques migratoires vers l'Europe. Plus spécifiquement, on observe un déplacement, une intensification vers la route occidentale, celle qui passe par les Canaries. Une route qui pose, semble-t-il, des défis assez nouveaux. Oui, bonjour. Effectivement, cette route des Canaries revient sur le devant de la scène de manière assez spectaculaire. Pour essayer de comprendre tout ça, on va s'appuyer sur les analyses de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur, notamment en Algérie. Il a aussi travaillé sur ces questions, par exemple à la Cour nationale du droit d'asile. C'est une source intéressante, oui, parce qu'il a une expérience de terrain et institutionnelle. L'idée, c'est donc de décortiquer un peu les mécanismes, de voir pourquoi certains pays comme la France sont si attractifs et d'examiner les politiques actuelles et les pistes de réflexion proposées. Alors commençons justement par cette fameuse route des Canaries. Qu'est-ce qui explique qu'elle soit devenue si centrale là maintenant? Mais c'est vrai que le contraste est frappant. Il y a 2 ou 3 ans, on parlait surtout des Balkans, de la Méditerranée orientale. Aujourd'hui, clairement, les arrivées via les Canaries ont explosé. Et on sait qui emprunte cette route principalement? Oui, alors l'analyse pointe surtout des personnes originaires d'Afrique de l'Ouest, francophones. Je pense à la Guinée, au Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, même le Tchad. Et ce qui est souligné, c'est que pour une majorité d'entre eux, l'objectif final, c'est souvent la France. Pourquoi la France en particulier? À cause des liens linguistiques, bien sûr, mais aussi des réseaux familiaux, hein. C'est l'héritage de l'histoire coloniale, les communautés déjà installées. D'accord. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle parfois le piège de Schengen, n'est-ce pas? Le fait d'arriver aux Canaries. Exactement. C'est un point clé. Dès qu'un pied est posé aux Canaries, on est techniquement en Espagne, donc dans l'espace Schengen. Et ça facilite tout, j'imagine. En théorie, oui. Ça ouvre la porte à une circulation beaucoup plus simple vers d'autres pays de l'espace, et notamment la France, si c'est la destination visée. Sur place d'ailleurs, aux Canaries, ce qu'on observe, c'est un peu comme un Lampedusa ou Mayotte. La priorité semble souvent être l'enregistrement, la prise en charge humanitaire, la Croix-Rouge, les associations sont très présentes, au début avant même qu'il y ait un contrôle très strict des arrivées en mer pour les empêcher. Et la politique espagnole elle-même? L'analyse la décrit comme ouvertement pro-migrants, c'est assez fort comme terme. Oui, c'est ce qui est rapporté. Ça suggère que l'Espagne, et la France aussi d'ailleurs, seraient parmi les derniers pays-lieux perçus comme, disons, accueillants ou ouverts. Alors que d'autres, comme l'Italie, la Suède, le Danemark ou même l'Allemagne, tendent à adopter des politiques plus restrictives. On lit même qu'il y aurait une collaboration assez étroite entre les associations pro-migrants et la Guardia Civil, la police espagnole, sur place aux Canaries. Oui, cette collaboration locale est mentionnée, mais attention, il faut aussi parler des accords de coopération plus formels, hein. L'UE et l'Espagne en ont avec la Mauritanie, le Sénégal par exemple. La Guardia Civile peut même être présente sur place, en Afrique. Ah oui, avec quel pouvoir réel? C'est limité, évidemment. Ils sont sur un territoire souverain africain. Leur rôle, c'est surtout de faire le lien avec les autorités locales, les associations. C'est plus de la coopération. Faut pas confondre avec l'externalisation. Non, l'externalisation pure, ce serait plutôt l'Italie qui essaye de faire traiter les demandes d'asile en Albanie. Là, c'est différent. C'est de la coopération, peut-être un peu sur le modèle de ce qui se fait à Calais entre la France et le Royaume-Uni. Et puis, il y a le souvenir de 2006, la crise des pirogues, qui avait déjà mis cette route en lumière. Mais cette coopération, même si elle existe, elle se heurte à un obstacle majeur apparemment, la corruption. L'analyse insiste beaucoup là-dessus. Ah oui, la corruption est décrite comme immense. À tous les niveaux en Afrique, c'est un frein énorme à toute tentative de maîtrise des départs depuis les pays d'origine ou de transit. Il y a même ce témoignage-là d'une caméra cachée, ça semble assez parlant. Oui, c'est un exemple très concret. Ça montre des fonctionnaires locaux, de police par exemple, qui ferment les yeux, qui laissent passer des migrants en contre de l'argent. Des sommes qui peuvent paraître petites vues d'ici, mais qui représentent beaucoup par rapport à un salaire local. Et donc, les contrôles deviennent inutiles. En grande partie, oui. Ça rend les contrôles par les forces locales très peu efficaces. Et ça, même si l'Europe met de l'argent sur la table. Ah oui, les financements européens, on parle de quel montant? Des sommes importantes sont évoquées. Par exemple, 3 milliards d'euros pour la Turquie à une époque. Des montants significatifs aussi pour la Tunisie, la Mauritanie, le Sénégal. L'idée, c'est qu'ils aident à freiner les départs. Mais bon, avec la corruption, c'est un pari risqué. C'est un peu un marché de double alors. C'est vu comme un pari, oui. Plus ou moins réussi selon les cas. L'analyse suggère que la présence policière européenne, comme la Guardia Civile, est nécessaire parce que se fier uniquement aux forces locales, ça ne marcherait pas à cause de cette corruption. C'est assez décourageant comme constat. Et à côté de cette corruption publique, il y a les réseaux de passeurs. Eux aussi semblent très organisés. Ah oui, très. L'analyse parle de réseaux très structurés qui vendent un package total.
Un package total, c'est-à-dire... Comme une agence de voyage, mais pour les migrations clandestines. Ça peut inclure l'aide pour traverser le désert, le passage par un pays côtier, Mauritanie, Sénégal, l'organisation de la traversée en bateau vers les Canaries, qui est hyper dangereuse, et parfois même ils aident pour le trajet final en Europe. Et tout ça, ça coûte cher, j'imagine. Extrêmement cher. Des fortunes pour les migrants et leurs familles. Et bien sûr, ce package inclut la corruption de plein d'intermédiaires à chaque étape. C'est une vraie industrie criminelle, quoi. Ce qui nous ramène à la question, mais pourquoi cet appel de l'Europe et surtout de la France? Qu'est-ce qui motive les gens à prendre de tels risques et à dépenser autant? L'analyse est assez claire là-dessus. La France est perçue comme le pays le plus attractif. Et pourquoi donc? Plusieurs choses. D'abord, les liens historiques et familiaux, on en a parlé. Presque tout le monde venant d'Afrique francophone a de la famille ou des contacts en France. Ensuite, il y a le système d'aide sociale. Il est perçu comme généreux. On cite souvent l'aide médicale d'État, l'AME, les aides au logement. Il y a un chiffre qui circule, non? Sur l'hébergement d'urgence? Oui, un chiffre assez frappant mentionné dans l'analyse. La France réaliserait près de 40% des dépenses totales de l'UE pour l'hébergement d'urgence. C'est énorme. D'accord. D'autres raisons? Le réseau associatif aussi. Il est décrit comme très dense, très actif en France pour aider les migrants. Et puis, un point plus technique mais important, le faible taux d'exécution des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. C'est-à-dire que même quand on reçoit l'ordre de partir... Dans les faits, beaucoup de gens ne partent pas. Et il y a peu de conséquences. C'est du moins la perception et la réalité statistique pointée. Et cette image d'une France accueillante, comment elle se propage? J'imagine qu'avec les téléphones, Internet... Exactement. C'est un point crucial. L'analyse souligne que l'Afrique est très connectée. Les infos circulent à toute vitesse. Quelles infos? Sur les routes les plus faciles du moment, les pays les plus ouverts, les associations qui aident le plus, même les histoires à raconter pour avoir l'asile. Tout ça s'échange via les smartphones, WhatsApp, les réseaux sociaux. Les migrants font une sorte d'étude de marché, un benchmark des pays européens avant de partir. C'est une approche assez rationnelle finalement. Mais les motivations profondes, elles restent diverses, j'imagine. Tout le monde ne fuit pas une guerre. Non, bien sûr. Il y a ceux qui fuient des conflits réels, on cite la Somalie, le Soudan, mais une grande partie des flux actuels, notamment via les Canaries, viendraient de pays en paix. Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée. Là, c'est plutôt la fuite de la misère, du manque total de perspective, de la corruption généralisée. Combiné à l'attrait du modèle européen et au soutien des diasporas. Voilà. C'est un mélange de facteurs push et pull, comme on dit. Regardons peut-être quelques pays spécifiques mentionnés dans l'analyse. L'Italie, par exemple, avec le gouvernement Meloni. Y a-t-il eu un impact? Alors l'analyse note une baisse des arrivées en Italie. Et elle suggère que ça pourrait être lié à des mesures assez tatillonnes pour rendre la vie quotidienne très difficile aux sans-papiers. Du genre? Par exemple, devoir présenter un titre de séjour pour acheter une carte SIM de téléphone. Ou une déclaration d'impôt pour avoir un contrat d'électricité. Des petits trucs administratifs qui bloquent au quotidien. Ça s'ajoute à une politique plus dure contre les navires des ONG en mer. Mais est-ce que ça arrête vraiment les gens ou est-ce qu'ils continuent vers la France? C'est aussi noté que, pour beaucoup, même s'ils arrivent en Italie, le but final reste la France. Donc ça déplace peut-être le problème plus que ça ne le résout. Intéressant. Et l'Algérie, Sam? Là, c'est un cas très particulier, avec une relation unique à la France. Oui, l'Algérie, c'est emblématique. Plusieurs facteurs sont mis en avant. D'abord, la démographie. Une jeunesse hyper nombreuse, 70% de moins de 30 ans, avec peu de boulot, peu de logement. C'est différent du Maroc, par exemple, où les diplômés qui partent étudier reviennent plus facilement apparemment. Et puis, il y a les liens historiques, familiaux? Très fort, oui. Et surtout, il y a cet accord franco-algérien de 1968. C'est un point juridique essentiel. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, cet accord? À l'origine, c'était pas un accord sur les visas, mais sur la circulation et l'installation. Il crée un régime dérogatoire au droit commun des étrangers en France, très avantageux pour les Algériens. C'est-à-dire, concrètement? Par exemple, leur titre de séjour est plus difficile à retirer. Ça demande une décision de justice. Le regroupement familial est plus facile, plus rapide, avec moins d'exigences sur la langue ou l'intégration. L'accès au statut de commerçant ou d'auto-entrepreneur est aussi simplifié, sans trop de contrôle sur la viabilité du projet. Et ça prime sur les lois françaises ou quoi? Oui, c'est le point clé. Les traités internationaux ont une valeur supérieure à la loi. Donc une bonne partie de la loi française sur l'immigration ne s'applique tout simplement pas aux Algériens couverts par cet accord. C'est un statut vraiment à part. Et comment l'Algérie gère-t-elle les migrants qui viennent d'ailleurs, d'Afrique subsaharienne? Alors là, l'analyse rapporte des méthodes, disons, très dures. On parle de rafles, de migrants transportés en bus jusqu'à la frontière nigérienne et abandonnés dans le désert. Des méthodes qu'on ne pourrait jamais appliquer en Europe. Absolument pas, ce serait totalement illégal au regard de nos conventions.
Et la Tunisie, rapidement? La Tunisie, c'est à la fois un pays de départ et de transit. Même problème de jeunesse, sans perspective. L'analyse mentionne aussi une montée d'un sentiment anti-immigration dans la population locale, avec cette phrase choc rapportée « La Tunisie, bientôt, elle est pour nous ». Le pays aurait moins de moyens que l'Algérie pour gérer les flux, et les migrants subsahariens y seraient assez maltraités. Tout ce tableau est incroyablement complexe et ça se déroule dans un cadre juridique et institutionnel qui semble lui-même être un vrai labyrinthe. Prenons les mineurs non accompagnés, les MNA. Oui, c'est un phénomène en pleine croissance et un vrai casse-tête. Les conventions internationales interdisent de renvoyer un mineur. Le gros problème, c'est de savoir s'ils sont vraiment mineurs. La détermination de l'âge? Exactement. L'analyse note qu'en France, on n'utilise pas les tests osseux, contrairement à la Finlande par exemple. C'est controversé et du coup ça ouvre la porte à ce que des majeurs se déclarent mineurs pour avoir une protection. Et ça ouvre aussi la voie à la réunification familiale, qui peut être plus large que le regroupement familial classique. Et au-delà des MNA, il y a la question du droit d'asile lui-même. L'analyse suggère qu'il est parfois détourné. Oui, utilisé par des migrants économiques. On parle même d'un écosystème de l'asile. C'est-à-dire? Tous les acteurs autour, des avocats spécialisés, les passeurs qui vendent le package avec l'histoire à raconter, des associations qui conseillent, qui hébergent, et le rôle des communautés déjà installées qui partagent les bons plans. Il y a une anecdote qui est citée sur la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Oui, assez révélatrice. Un cas où quelqu'un avait déjà l'asile dans un autre pays d'Europe, mais redemande en France parce que les conditions sont meilleures, et d'après cette anecdote, l'asile aurait été accordé une deuxième fois au nom de l'image de la France, pays des droits de l'homme, et ce, même si c'est contre les règles de Dublin. C'est étonnant. Ça montre les failles possibles, sans oublier les faux papiers, j'imagine, hein. Bien sûr, il y a un marché, fausse carte vitale, faux passeport, et c'est compliqué par le fait que l'état civil dans certains pays d'origine n'est pas fiable. Comment font les autorités pour vérifier? C'est très dur. Une stratégie décrite, c'est d'arriver avec un vrai visa sur un faux passeport, puis de détruire le passeport. La personne est sans papier. C'est alors à l'administration de prouver qui elle est, sa nationalité. Il faut obtenir un laissez-passer consulaire du pays d'origine, et ça, les consulats ne le donnent pas toujours facilement. Face à tout ça, l'analyse va jusqu'à questionner des textes fondamentaux, comme la Convention de Genève de 1951. Oui, on nous rappelle son contexte. Juste après la Shoah, début de la guerre froide, c'était pour protéger des gens bien précis, fuyant des persécutions claires. L'analyse s'interroge, est-ce que ce texte, et surtout son interprétation très large aujourd'hui avec la protection subsidiaire, est encore adapté aux migrations actuelles, souvent économiques? Le jugement est sévère. Oui, le système est jugé très, voire trop généreux par rapport à l'intention initiale et potentiellement dévoyé. Même chose pour Schengen. Schengen aussi. Tel qu'il fonctionne aujourd'hui, oui. La libre circulation pour tout détenteur d'un visa d'un pays membre, même non européen, c'est jugé inadapté. Une idée radicale évoquée, ce serait de revenir à l'idée de départ. Libre circulation réservée aux citoyens des pays membres. Ah oui, ça changerait tout. Quelqu'un avec un visa espagnol ne pourrait plus venir s'installer en France comme ça? Exactement. Il serait en situation irrégulière en dehors de l'Espagne. Ce serait une révolution? Et la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, elle joue quel rôle là-dedans? Alors, attention, ce n'est pas l'UE, c'est le Conseil de l'Europe, plus large. Ces juges viennent de partout, Turquie, Moldavie. Le fait qu'on puisse la saisir directement depuis 1981 en France et sa jurisprudence très protectrice des libertés individuelles, ça crée un système jugé très boiteux. Boiteux. Oui, dans le sens où ça contraint énormément les États dans leur politique migratoire. Toute cette superposition de règles, traités, droit UE, CEDH, droit national, tribunaux administratifs, CNDA, ça rend l'expulsion, l'OQTF, incroyablement compliquée. Rien à voir avec les pays du Maghreb qui n'ont pas ce carcan juridique. C'est un constat assez sombre sur la complexité, voire l'impuissance relative du système actuel. Alors, quelles solutions sont esquissées par Xavier Driencourt? Une recette miracle? Ah non, loin de là. Au contraire, l'idée force, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Il faut une approche à 360 degrés. C'est-à-dire? L'image utilisée, c'est celle du pianiste qui doit jouer sur toutes les touches du clavier en même temps. Concrètement?
Il faudrait utiliser tous les leviers en même temps. Diplomatie, accords internationaux, même s'ils sont imparfaits, aide au développement ciblé et conditionné, réglementation administrative plus stricte au quotidien, comme en Italie, adapter les lois, nationalité, immigration, la justice, le social, le médical. En gros, une énième loi sur l'immigration ne servira à rien si elle est isolée. Il faut une stratégie globale et coordonnée. Une approche tous azimuts? Mais qu'est-ce qui permettrait de mettre ça en musique? J'imagine que le plus dur, c'est... La volonté politique, c'est présenté comme le facteur absolument décisif. Une volonté forte, continue, qui considère ce sujet comme prioritaire, année après année. Une politique vraiment régalienne. Et l'argument humanitaire, le devoir d'humanité. L'analyse de Driancourt suggère que ce devoir a été largement rempli par l'Europe et la France ces 40 dernières années. Il reprend la phrase de Rocard. « On n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde ». Donc si on suit cette logique, la priorité serait d'empêcher l'arrivée sur le sol européen. Parce qu'une fois que la personne est là... C'est vu comme essentiel, oui. Une fois la personne arrivée, c'est beaucoup plus difficile. Prise en charge associative, recours juridique, installation, liens qui se créent. L'expulsion devient très compliquée. Et comment on empêche l'arrivée? Les pistes évoquées. Traiter les demandes d'asile aux frontières extérieures, maritimes, aéroports, terrestres, ou bien l'externalisation. Traiter les demandes dans des pays tiers, comme ce que l'Italie essaie avec l'Albanie ou le Royaume-Uni avec le Rwanda. Des modèles très controversés, bien sûr. Bon, si on essaye de résumer ce qu'on a exploré à travers ces analyses, on a vu une mutation des routes, avec les Canaries qui montent en puissance, révélant la porosité de Schengen. On a vu le poids énorme de la corruption et des réseaux de passeurs. Oui, et l'attractivité qui demeure très forte pour la France, pour un tas de raisons. Histoire, aide sociale, droit, réseau. Et tout ça dans un cadre juridique européen et national hyper complexe qui semble un peu paralyser l'action des États. C'est ça. Et la solution proposée n'est pas simple. Une approche globale, sur tous les fronts, nécessitant une volonté politique de faire. C'est un bon résumé des points clés. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour la réflexion. Si ce cadre juridique actuel de l'Europe Schengen, Genève, la CEDH, hérité d'une autre époque, limite autant l'action face aux migrations d'aujourd'hui, que faire? Est-ce qu'on peut juste ajuster à la marge? Faut-il oser une refonte profonde, au risque de toucher à des principes fondateurs? Ou bien est-ce qu'on doit juste accepter une forme d'impuissance face à ces mouvements mondiaux? C'est toute la question, et elle est vertigineuse. Il n'y a pas de réponse simple, évidemment. C'est un débat essentiel pour l'avenir de l'Europe.